Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons débuter. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation pour ces annuels Trophées du Cross. Je vous le rappelle, le Trophée du Cross, c'est une action que reproduit chaque année le Comité régional olympique et sportif. Il s'agit pour nous de récompenser dans un cadre un petit peu particulier des bénévoles, des acteurs du sport. Celui-ci, oui. Bien, il s'agissait donc ce soir de récompenser, de mettre en lumière les personnalités qui font leur sport au quotidien. C'est-à-dire qu'au-delà des athlètes, au-delà des sportifs, nous savons bien que le sport, cette famille du sport, fonctionne grâce à des bénévoles, grâce à différents acteurs qui savent tous prendre une place importante pour notre fonctionnement. Chaque année, nous cherchons et nous trouvons une catégorie bien particulière à mettre en valeur. Et cette année, nous avons souhaité mettre en avant le corps arbitral. Tous ces femmes et ces hommes qui, chaque week-end, permettent aux uns et aux autres, aux compétiteurs, de pratiquer leur discipline. Donc on a souhaité mettre en avant le corps arbitral, et plus particulièrement parce que cette année, en cette fin d'année, nous avons réalisé un colloque sur la question de l'accès des femmes aux responsabilités sportives. Nous avons souhaité continuer dans notre lancée en étant sur l'arbitrage réalisé par des jeunes femmes et des moins jeunes femmes, en tout cas par l'arbitrage féminin. En parallèle de ces trophées du cross, nous avons souhaité, c'est un des objectifs de notre projet associatif, favoriser l'émergence d'une sorte de collectif, de mouvement des acteurs de l'arbitrage en Champagne-Ardenne. Et nous avons souhaité inviter M. Patrick Vajda, président de l'AFCAM, l'Association française du corps arbitral multisport, pour nous présenter ce que les arbitres savent faire lorsque, à travers différentes disciplines, ils peuvent trouver en se réunissant. Donc on aura un temps de présentation. M. Vajda va présenter ça nettement mieux que moi, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet, pour vous montrer un petit peu ce qui peut être fait en région en matière de travail collectif autour de l'arbitrage. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui nous attend, deux parties. La première, cette intervention de M. Patrick Vajda, et puis ensuite cette mise en lumière de 10 jeunes femmes ou 10 femmes qui sont des arbitres méritants, mis en avant par leur ligue, et que le Comité régional olympique et sportif a voulu mettre en lumière. Voilà, donc sans plus tarder, j'invite M. Patrick Vajda à venir à la tribune nous faire la présentation de l'AFCAM et de tout le potentiel que peut représenter la Champagne-Ardenne pour son association. Voilà, merci. Merci beaucoup, Président. Merci. Je remercie d'autant plus votre Président que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quasiment la première fois que
c'est le cross qui fait appel à moi. D'habitude, c'est moi qui fais appel au cross. Donc je suis ravi d'être là et de répondre positivement à la demande de votre président. Qu'est-ce que l'AFCAM? À quoi ça sert? C'est une question qu'on se pose depuis 30 ans et on a à peu près obtenu la réponse. Je vais essayer en quelques slides de vous expliquer à quoi nous servons et qui nous sommes. Tout d'abord, c'est une association, ça veut dire Association française du corps arbitral multisport. Ça a été créé en 1985 à Paris, au Parc des Princes, pour être précis, par 12 disciplines. Aujourd'hui, nous représentons 72 disciplines, c'est pratiquement toutes les disciplines où il y a un ou plusieurs arbitres. Et nous représentons 214 000 arbitres, c'est-à-dire toutes les catégories d'arbitres, de l'arbitre international au plus haut niveau à l'arbitre départemental, totalement débutant, mais j'allais dire encarté, c'est-à-dire qu'il a passé un examen d'arbitrage. Et au sein de notre Assemblée Générale, nous retrouvons un certain nombre d'associations d'arbitres ou de représentants des arbitres, c'est-à-dire les commissions nationales d'arbitrage, ou bien encore des présidents de fédérations qui veulent bien participer et représenter leur corps arbitral lors de notre Assemblée Générale, la prochaine ayant lieu le 13 mars au Comité olympique. Et nous attendons à peu près, comme tous les ans, à peu près entre 300 et 400 personnes pour cette Assemblée Générale annuelle. Elle sera un peu particulière celle-ci, puisque c'est celle du 30e anniversaire. Le président fondateur est Michel Dailly, qui vient du football. C'est un arbitre international de football d'assez haut niveau. Je crois qu'il a fait plus de 100 matchs de première division. Il a été le président de cette association de 85 à 2010. Il est toujours à mes côtés aujourd'hui, en sa qualité de président d'honneur. Et il travaille comme s'il était président, ce qui m'arrange bien, puisque j'ai aussi pas mal d'autres activités. Je suis président, et je viens de l'escrime, depuis mars 2010. Et je dois reconnaître que j'ai une véritable passion pour cette association. À quoi servons-nous? Que faisons-nous? On fait pas mal de choses depuis plus de 25 ans, bientôt 30 donc. Il nous a fallu 25 années pour obtenir une loi qui est une première mondiale. Aucun pays au monde jusqu'à 2006 n'avait une loi sur le statut de l'arbitre. La France l'a inventée, l'a mis au point. Elle est aujourd'hui toujours en activité et heureusement. Elle porte statut de l'arbitre sportif et vous verrez qu'elle présente beaucoup de choses et beaucoup de particularités qui sont extrêmement importantes. Elle fut votée le 23 octobre 2006, elle a un décret d'application du 15 mai 2007 et on peut dire qu'on a vraiment travaillé tous la main dans la main. À noter d'ailleurs que le ministre de l'époque s'appelait Jean-François Lamour, que c'est pas un hasard et qu'il était escrimeur comme vous le savez, comme moi et comme un certain nombre d'entre nous d'ailleurs. L'AFCAM, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Ça n'est pas que la loi. C'est le tronc commun, on va en dire quelques mots tout à l'heure, c'est-à-dire la formation que nous donnons dans un milieu pluridisciplinaire. C'est le recensement des arbitres. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, en 1985, la première chose que nous demande le ministère, c'est combien êtes-vous? Et on est incapable de lui répondre. Il a fallu à peu près 2 ans pour faire le premier recensement. Aujourd'hui, ce recensement est tenu à jour quasiment tous les 6 mois à peu près. On le réanalyse tous les 6 mois pour être sûr que nos chiffres sont les bons. Mais en 85, personne n'était capable de dire, d'ailleurs c'est bien simple, aucune fédération n'avait une case spécifique à cocher, je suis arbitre. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que tout le monde l'a, y compris la nôtre, Monsieur le Président. Pardon, j'ai oublié une petite chose. La liste des arbitres de haut niveau, ça a été créé par Madame Alliot-Marie il y a aussi quelques années, à peu près en 94 si ma mémoire est bonne. Là encore, en parallélisme des formes avec les athlètes de haut niveau, il existe une liste des arbitres de haut niveau. Ceux-ci doivent, pour être sur cette liste, doivent répondre à un certain nombre de critères qui sont établis par le ministère et l'AFCAM et avec l'aide des fédérations nationales, bien entendu. Et nous portons aide et assistance aux arbitres qui ont des difficultés, en particulier de disponibilité, c'est notre principale problématique, ou qui ont des difficultés spécifiques d'ordre juridique. Mais j'insiste sur ce point, nous ne nous immisçons jamais dans la vie interne des fédérations. C'est une volonté délibérée, c'est inscrit dans nos statuts. Et lorsque nous intervenons, ce qui nous est arrivé 1 ou 2 fois, c'est uniquement parce que l'arbitre ou les arbitres d'un côté et la fédération de l'autre voulaient que nous intervenions. Donc les 2 parties voulaient que nous intervenions. Ça nous est arrivé lors de la grève des arbitres de football de première division, et ça nous est arrivé également lors de la grève des arbitres, qui elle a duré 1 an, mais personne ne l'a vu, de water-polo.
La dernière circulaire du ministère des Sports est très importante. J'ai pas mis la date, mais elle est très récente. Elle date de 2014, d'avril 2014, si ma mémoire est bonne. Elle confirme un parallélisme des formes, et c'est ce que nous cherchons à obtenir entre la liste des sportifs de haut niveau et celle des arbitres de haut niveau. Aujourd'hui, si vous êtes sportif de haut niveau, vous avez un certain nombre de droits et de devoirs qui ne sont pas tout à fait parallèles avec ceux qui sont sur la liste des arbitres de haut niveau. Donc on a fait un recensement avec la direction des sports pour essayer de trouver à quoi s'appliquaient les différentes possibilités ouvertes ou offertes aux athlètes, et on essaye de voir celles qui peuvent s'appliquer aux arbitres. Je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, on aura peut-être fait voter l'ensemble des règles de telle manière que tout soit relativement parallèle. On a donc modifié déjà un premier texte sur les problèmes, les conventions avec l'éducation nationale, et d'autres textes sont en cours de modification. Que faisons-nous? Je vous ai parlé du tronc commun, je vous ai parlé du recensement, de la représentation auprès des ministères et du CNOSF, de tous les corps constitués et du CIO. Juste peut-être 2 points là-dessus. En ce qui concerne les corps constitués, vous imaginez, c'est les ministères en général, les finances, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi on s'occupe beaucoup des finances, mais aussi la justice. Et là encore, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Dans la loi, il est dit un certain nombre de choses, et nous souhaiterions que la justice veuille bien les appliquer, puisque c'est une loi, normalement, elle devrait être la première à l'appliquer. Et puis, le Comité international olympique. Alors ça, c'est dû à mon passé et au fait que j'ai quelques relations au CIO, et je me suis aperçu que, au travers de mon Comité national olympique, j'allais pas assez vite, donc j'ai décidé d'aller directement à Lausanne. Daniel doit s'en souvenir, mais j'ai été l'arbitre de la finale olympique à Montréal, où M. Thomas Barr, nouveau président du Comité international olympique, a gagné la médaille d'or. Et donc ça me permet d'accéder à ce monsieur relativement facilement. Ah ben ça c'est une autre question. Je savais qu'il allait être président du CIO. Et donc ça me permet d'accéder donc directement au CIO et de faire réfléchir le CIO qui n'y avait pas du tout réfléchi à la problématique arbitrale, c'est quand même intéressant, et il commence à y réfléchir. Une commission va être montée dans les semaines qui viennent, et donc on peut réellement travailler avec le CIO. Pardon, je suis allé en arrière, je me disais aussi. Donc tout cela dans un respect absolu de la notion statutaire de non-ingérence dans les affaires internes des fédérations, des ligues régionales ou des commissions d'arbitrage, sauf demande de la fédération, comme je vous l'ai dit. Où sommes-nous? Nous sommes en Aquitaine, nous sommes en Midi-Pyrénées, Île-de-France, Gironde, Côte d'Azur, Auvergne depuis la semaine dernière, Picardie avec un point d'interrogation, ça devait être la semaine dernière, je pense que ce sera dans les 15 jours qui viennent. Et nous sommes installés dans un bureau qui est au Comité national olympique et sportif français. Nous avons également, je ne vous l'ai pas cité, une AFCAM départementale qui est en Gironde et qui est donc rattachée à l'AFCAM d'Aquitaine. Quelques mots sur la loi, parce que je crois quand même, je suis presque persuadé que si je faisais une interrogation écrite sur cette loi, vous ne la connaissez pas, ou très peu d'entre vous la connaissent. C'est dommage, parce qu'elle a quand même été faite pour les arbitres, il y a quand même pas mal d'arbitres dans cette salle. C'est un peu notre pierre angulaire, et que dit-elle cette loi? Elle dit essentiellement 3 choses. Premièrement, et ça c'est le point certainement le plus fort, nous sommes, lorsque nous arbitrons, en mission de service public. Exactement comme un policier dans l'exercice de ses fonctions, exactement comme un pompier dans l'exercice de ses fonctions, exactement comme un médecin dans l'exercice de ses fonctions. C'est fondamental, vous allez voir après pourquoi, mais c'est vraiment très important et c'est un des axes de la reconnaissance que nous cherchions et que nous avons obtenu. C'est un travailleur indépendant. Ça veut dire quoi? Alors, on ne parlera pas d'argent parce que je ne pense pas ici qu'il y ait des arbitres professionnels, mais ça veut simplement dire que lorsque nous sommes sur le terrain, nous sommes totalement indépendants. Nous ne dépendons de personne, ni du club, ni des clubs, ni de la fédération, ni même de la fédération, mais uniquement lorsque nous sommes sur le champ de travail, c'est-à-dire le stade. Et nous avons un statut social et fiscal dérogatoire, ce qui, là encore, vous allez voir, est important, même s'il est un peu battu en brèche en ce moment. Alors, revenons. Ah, encore. Est-ce que je vais y arriver? Non, je suis en train de revenir. Voilà, le détail, je crois que vous allez y aller parce que moi, je... Ah si.
Donc l'arbitre est reconnu par la loi comme remplissant une mission de service public. Que fais-je? Il y en a 8 qui sont passés d'un coup. Oui, je crois qu'il va falloir que vous y alliez parce que... Alors voilà, allons-y. Donc il est reconnu par la loi comme remplissant une mission de service public, premier point. Deuxième point, la violence ou menace contre les arbitres sont passibles des peines renforcées prévues par le code pénal. La sanction pénale qui s'appliquera sera alourdie. Généralement, on parle de 3 mois ou 4 mois avec sursis. Et aujourd'hui, on parle plutôt de 6 mois avec sursis. Et elle est identique à celle en cas d'agression sur, comme je vous le disais tout à l'heure, un policier, un sapeur-pompier et un médecin. La suivante. L'aggravation des peines au plan pénal est pour nous quelque chose d'extrêmement important. C'est un des facteurs de dissuasion, manifestement insuffisant, puisqu'on assiste à quelques recrudescences de problèmes un peu partout en France, et pas seulement dans le football. Ne croyez pas que si vous ne faites pas de football, vous êtes épargné, c'est malheureusement pas le cas. Alors il y a certainement moins de coups et blessures dans les autres sports, mais il y a tout autant d'incivilités, c'est-à-dire un vocabulaire inadéquat, par exemple, ou des parents qui se mêlent de ce qu'ils ne comprennent pas, etc., etc. On va aller à la suivante. Donc, toujours sur cette mission de service public, et je vous parlais du ministère de la Justice tout à l'heure, la loi n'est pas encore, et pourtant elle date de 2006, correctement appliquée. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le ministère de la Justice. Alors, avant nous, l'UNAF, qui est l'Union nationale des arbitres de football, qui est certainement l'association qui a le plus de problèmes au sens de l'agression et des agressions physiques, l'UNAF a passé un certain nombre de conventions locales avec des parquets, donc avec les procureurs locaux de la République. Je pense que c'est une très bonne solution et ce que nous essayons de faire, c'est d'aller au-delà, c'est d'aller au-delà, c'est de signer une convention nationale avec le ministère de la Justice qui vaudrait circulaire à l'ensemble des procureurs pour que tous les procureurs soient saisis du problème et pas seulement ceux qui ont signé une convention avec tel ou tel, aller plus vite dans l'application de la loi. Aujourd'hui, on a des procureurs qui disent la loi ne s'applique pas, 1, parce que je ne la connais pas, ben oui, même un procureur dit ça, 2, parce que je ne veux pas l'appliquer. Et pourquoi je ne veux pas l'appliquer? Ben parce que je trouve que blessure sur arbitre d'un côté ou blessure sur policier de l'autre, c'est pas la même chose. Donc je ne l'applique pas. Et il a le droit de le faire. On ne peut pas lui en vouloir. Sauf que c'est scandaleux et que ça me met, bien entendu, très très en colère. C'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait une convention nationale avec le ministère et une lettre de Madame la ministre d'État envoyée à l'ensemble des procureurs. Donc le rendez-vous a été fait il y a quelques mois. La ministre n'a pas changé, mais son cabinet, oui. Donc on recommence, et en janvier 2015, j'ai de nouveau rendez-vous avec le cabinet de Madame la ministre. Espérons qu'on aura un meilleur résultat. Deuxième point, travailleur indépendant. Au sens du droit du travail, l'arbitre est reconnu comme étant un travailleur indépendant sans lien de subordination. C'est très important, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que lorsque nous sommes sur le terrain, nous ne dépendons que de nous-mêmes et de personne d'autre. Par contre, il n'y a pas de doute que sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan de la diffusion des règles du jeu, nous dépendons de notre fédération. On n'est pas arbitre tout seul comme ça dans la nature, et donc ce lien avec la fédération est un lien aussi très fort. Le fait que nous soyons travailleurs indépendants a des implications dont on va parler tout à l'heure, et des implications qui sont importantes, y compris pour ceux qui ne gagnent presque rien, vous allez comprendre tout à l'heure. Et donc je pense qu'il faut faire vraiment une grosse différence entre la liaison au plan du droit du travail, nous sommes des travailleurs indépendants, et la dépendance au plan des règles administratives et techniques de nos fédérations. En ce qui concerne le troisième point de la loi, c'est-à-dire le statut fiscal et social, l'arbitre se voit doté d'un statut fiscal et social dérogatoire au droit commun, et toute somme inférieure à 14,5% du plafond annuel de la sécurité sociale, c'est un plafond qui bouge tous les 3 mois si ma mémoire est bonne, soit aujourd'hui 5 444 €, est exonéré d'impôts et de charges sociales. Alors vous me direz, personne dans la salle ne gagne ces sommes-là. Oui, certes, vous gagnez peut-être presque rien, mais n'empêche que dans le passé, et avant 1994 en particulier, il suffisait que vous gagniez 80 € et ils étaient imposables.
On a eu des redressements fiscaux en Bretagne en particulier de parents d'arbitres, tout jeunes arbitres, 14-15 ans, qui n'avaient pas déclaré, alors à l'époque on ne parlait pas de 80 euros, on parlait de 20 euros, voire plutôt 20 francs. Ces sommes représentaient un tout petit pécule, peut-être à la fin de l'année, en francs, 600 ou 700 francs. L'inspecteur des impôts s'en est rendu compte, je ne sais par quel miracle, et a redressé le père de famille. Je peux vous dire que l'enfant n'arbitre plus ou a cessé d'arbitrer quasi immédiatement. Donc maintenant, on a cette espèce de franchise fiscale et sociale, donc pas de sécurité sociale non plus sur cette part-là, et ça met à l'abri, grosso modo, 99% des arbitres. Mais il y a quand même quelques conditions à remplir. Cette somme de 5 444 € est à examiner au plan de l'année civile. Si vous percevez plus, je vous souhaite à tous, bien sûr, à partir de là, en termes de sécurité sociale, ces 14,5% sont un abattement toujours déduit. En termes fiscaux, ça fait 6 ans qu'on attend la réponse du Trésor et que malgré des rencontres avec le ministre du Budget, je n'ai toujours pas la réponse. Je mets toujours à la fin que je compte bien obtenir confirmation par l'administration fiscale. Je n'y arrive point encore aujourd'hui. Donc, tant que l'arbitre reste en dessous de ce seuil, sur l'année, je répète, il n'est ni imposable, ni assujetti aux charges sociales. Je pense que c'est une facilité pour nous, parce que, vous voyez la deuxième phrase, beaucoup d'entre nous oubliaient de déclarer ce genre de petits revenus et pouvaient être redressés, comme je vous l'ai dit, avec la Bretagne tout à l'heure. Donc 99% des 214 arbitres sont protégés. On verra que ça se complique ces derniers jours. Allez-y. Alors, le remboursement des frais, et cette phrase, il va falloir que je la reconstitue parce que depuis 48 heures, elle n'est plus tout à fait vraie. Nous avons, depuis 2008, une superposition de deux lois. La loi sur l'arbitrage de 2006 et la loi sur l'auto-entreprise de 2008 ou 2009, j'ai un trou de mémoire. Donc, si on examine les travaux préparatoires de la loi de 2006, d'une manière que ceci est écrit noir sur blanc, les remboursements des frais de déplacement justifiés ne rentrent pas dans le calcul des 5 444 €. Si vous regardez ce qui se passe dans la loi sur l'auto-entreprise, vous voyez que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur, vous percevez des honoraires, par exemple, dans les entreprises de services. Vous appliquez un abattement automatique de 34% sur l'ensemble de vos recettes, y compris les remboursements de frais. Alors généralement, 34%, ça colle à peu près avec, on peut dire, quasiment toutes les professions. Sauf chez nous. Ça ne colle pas du tout, parce que la plupart des arbitres sont plutôt aux alentours de 70, 75, voire 80% de remboursement de frais. On a un petit problème dans une région qui est proche de la vôtre, où une arbitre qui touche à peu près 4 800 € d'indemnité d'arbitrage, c'est-à-dire en dessous du seuil par an, mais qui est remboursée à hauteur de dizaines de milliers d'euros car elle arbitre dans toute la France et dans toute l'Europe, et elle fait l'avance des fonds, ce qui est une erreur énorme, mais bon. Et donc le Trésor lui a dit, bah, écoutez, désolé, on va vous traiter en auto-entreprise, et donc vous nous devez 12 000 € par an pendant 3 ans, plus l'année en cours, total 48 000 €. Quand vous êtes enseignante du secondaire, 48 000 €, et puis même pour beaucoup de personnes, pas seulement les enseignants, ça pose un énorme problème. On en est là, on pense qu'on va gagner parce qu'on a trouvé le gradé au-dessus qui lui nous donne raison en appliquant réellement les frais professionnels, mais je répète, cette dualité entre la loi sur l'auto-entreprise d'un côté et la loi sur l'arbitrage de l'autre nous pose de sérieux problèmes. Lorsque la franchise est dépassée, eh bien, le régime fiscal et le régime social s'appliquent tout à fait normalement, sauf que pour le régime social, il y a une franchise toujours déduite, et que pour le régime fiscal, on attend encore la réponse. On va continuer. Ce que je voudrais juste vous dire, il y a deux choses qui sont importantes dans ce que je vous dis sur la loi. La première, vous devez, en tant qu'arbitre, tenir à jour systématiquement le relevé de vos indemnités d'arbitrage. Je parle bien des indemnités pures d'un côté, simplement les quelques dizaines, éventuellement centaines d'euros que vous percevez lorsque vous arbitrez en indemnité d'arbitrage.
Et maintenant, qui n'est pas là, mon deuxième conseil, surtout après ce qui est en train de nous arriver, vous devez également tenir à jour l'ensemble des frais que vous avez exposés à la fédération. Donc il faut que vous gardiez une copie, puisque vraisemblablement c'est votre ligue ou votre fédération qui a les originaux. Vous devez garder les copies de ces remboursements de frais, donc de ces factures que vous avez envoyées à votre administration sportive. C'est absolument indispensable parce que ça vous permettra ensuite de montrer ça au Trésor, parce que je répète, vous pouvez gagner en tout 1 000 € par an maximum et dépasser très largement les 5 444 € si on compte tous les remboursements que vous avez reçus, surtout si vous sortez de votre région, ça chiffre très vite, un billet d'avion coûte 500 € très facilement, et si vous sortez de France, n'en parlons plus. Pareil avec les hôtels, pareil avec les repas. Donc la question que j'ai posée au ministre, ce qu'il a fait un peu ralentir, le ministre du budget, je lui ai dit, mais c'est simple, on va demander aux fédérations de faire l'avance, et les ligues, de faire l'avance des fonds, de tous les fonds. Comme ça, les arbitres n'auront plus de problème de remboursement. Et si ce n'est pas remboursé, eh ben, ça ne compte pas. Donc c'est parfait. J'en appelle au président de ligue, imaginez dans une fédération comme l'Escrime où il y a 60 000 personnes, il y a à peu près, j'avais calculé il y a quelques années, lorsque j'étais dans cette fédération, il y a à peu près 21 000 écritures comptables de plus. Vous voyez la taille de la fédération. Imaginez avec une fédération ou une ligue qui a 100 000 licenciés, ou 200 000, ou 1 million, ou plus. C'est infaisable. Donc voilà, on va continuer. Donc tous les documents sont à garder, 3 ans plus l'année en cours. Un dernier point sur la formation des arbitres, qui est aussi une des activités que nous essayons de faire le mieux possible. C'est une formation qu'on appelle tronc commun et qui est fondée sur la multidisciplinarité, c'est-à-dire le mélange d'expériences. Pour nous, c'est vraiment fondamental. On s'est rendu compte il y a 30 ans et on s'en rend compte à chaque fois qu'on organise ce tronc commun, le mélange des sports est fondamental. On apprend, le premier tronc commun que j'ai fait, il y avait un arbitre international de dressage d'un côté, ou plutôt un juge, avec un jeune arbitre de handball. L'arbitre de dressage avait plus que mon âge, l'arbitre de handball avait une trentaine d'années, et le mélange des expériences entre ces deux personnes a été absolument extraordinaire. Donc c'est vrai que la multidisciplinarité nous permet de toucher un certain nombre de points que peut-être on n'a pas l'habitude de voir dans nos sports et qu'il est intéressant de partager avec les autres. Donc on a 2 modules, un module qui est l'environnement juridique, c'est-à-dire que je détaille ce que je viens de vous imposer, avec tous les éléments de droit, la loi bien entendu, et puis l'ARJEL, c'est-à-dire l'autorité de régulation des jeux en ligne. Je vous rappelle qu'il est quand même plus facile de corrompre une personne que d'en corrompre 22 ou 30 ou 2 athlètes quand on est sur un sport individuel. Donc l'arbitre est la cible des spécialistes de la corruption, et il faut faire très attention à ce petit problème. La corruption n'est plus ce que c'était. On ne se retrouve plus avec une enveloppe dans la poche, comme ça se passait il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus retors, c'est quelqu'un qui arrive dans votre cercle de famille, vous ne savez pas pourquoi, et qui un jour se réveillera. Vous savez, c'est comme les agents dormants dans le contre-espionnage, c'est exactement la même chose. Suivant. Et un deuxième module sur la communication, le savoir-faire relationnel de la fonction d'arbitre, c'est-à-dire tout ce qui est prévention des tensions, tout ce qui est prévention des conflits, tout ce qui est comment je communique avec mes athlètes, à la fois sur le plan de la parole, mais aussi sur le plan des gestes, parce qu'on sait que la communication gestuelle est beaucoup plus, et les comportements sont beaucoup plus importants encore que les mots. Je vous rappelle que dans un stade de basket ou de foot, on n'entend pas grand-chose de ce que dit l'arbitre. Même les joueurs ont un peu de mal à entendre, et donc les gestes ont une importance véritablement très forte. J'ai l'habitude de dire que si vous arrivez sur le terrain comme ça, à mon avis, ça ne passera pas, même si vous êtes le meilleur arbitre du monde. Et donc on va, je le répète, faire un point sur l'exercice de l'autorité, comment on exerce l'autorité, comment on sent venir le conflit, comment on va le gérer pour éviter qu'il ne se désagrège en violence. Je pense qu'on a quasiment terminé. Voilà, écoutez, merci à vous. Je ne suis pas sûr d'avoir tenu dans le temps imparti. Je pense que tout le monde vous pardonnera tellement c'était passionnant. Restez ici s'il vous plaît. Juste pour vous dire, effectivement, au-delà de cette présentation de toute la responsabilité et tout le cadre d'intervention de l'arbitre et du juge-arbitre, ce qui nous paraissait important à travers la présentation de M. Vajda, c'était vous dire voilà ce que fait l'AFCAM au niveau national, voilà ce que fait l'AFCAM, vous pourrez faire l'AFCAM dans notre région, dans notre territoire. Donc effectivement,
On peut aussi avoir l'opportunité d'avoir un service de proximité en faveur de tout le corps arbitral multisport en Champagne-Ardenne. Différentes options peuvent s'ouvrir à nous. Si vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu, parce que vous avez évoqué qu'il y avait quelques sections locales dans différentes régions. Peut-être nous préciser un petit peu le cadre dans lequel tout ça existe, tout ça peut se faire, et comment peut-être en Champagne-Ardenne nous pourrions nous saisir de cette opportunité pour aller plus loin et offrir tout ce que vous avez pu présenter comme service, comme formation. Alors oui, le but c'est de recouvrir toute la France à terme. Donc on a démarré lentement, on est en train d'accélérer. C'est assez difficile et ça prend pas mal de temps. Il y a deux méthodes. Soit on crée une association locale de la loi de 1901 qui sera l'AFCAM Champagne-Ardenne, puisque nous sommes ici en Champagne-Ardenne. C'est la première méthode, c'est tout simple. Il faut juste trouver les volontaires et les bénévoles pour l'animer. Et c'est pas simple parfois parce qu'il y a un certain travail à faire. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est ce qu'a fait par exemple l'Auvergne ou la Côte d'Azur, qui ont créé au sein du CROSS une commission des arbitres qui s'appelle commission AFCAM CROSS de l'arbitrage, et dans laquelle nous échangeons des dirigeants, c'est-à-dire qu'il y a forcément 3 AFCAMiens au sein de la commission du CROSS, et les personnes du CROSS qui représentent la commission d'arbitrage du CROSS au sein de l'Assemblée Générale. Donc il y a un croisement de nos représentants. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Sur le plan financier, il est quasi certain que l'association a quelques chances d'avoir de petites subventions. À l'intérieur du CROSS, c'est plus complexe parce que ça rentre dans des choses plus globales. Mais je vous rappelle que la principale subvention dont nous avons besoin, c'est celle de la formation. Et je crains que là, il y a un vrai problème ces derniers mois avec les CROSS qui n'en reçoivent plus. C'est les deux méthodes. Mais vous êtes le bienvenu si vous voulez la monter et je vous aiderai sans aucune difficulté. Très bien, merci. Effectivement, ça fait partie des objectifs du comité olympique et sportif que de monter, ou en tout cas permettre au corps arbitral d'avoir ce lieu d'échange, ce support. Alors peu importe les modalités, en tout cas le comité régional olympique et sportif fait une offre de service aux différents arbitres. Donc on reviendra vers les ligues, vers les commissions régionales d'arbitrage pour pouvoir leur faire une proposition en la matière. Là c'était une présentation, voilà, pour premier appel du pied, on va dire, dans les deux sens d'ailleurs, et puis voir comment on peut proposer quelque chose à notre région. Voilà, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour sceller définitivement la création de quelque chose dans notre région. Et je vous propose donc de rester et de poursuivre avec cette cérémonie qui va être animée par notre grand opérateur, Roger Moreau, président de la Ligue régionale de tennis, président de notre commission communication, qui va officier tout simplement dans le cadre de ces trophées du CROSS. Voilà, c'est notre animateur, quoi. Bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Vajda, merci beaucoup pour ces informations intéressantes, importantes, dans les domaines administratifs et financiers. On va passer à des choses qui ne font plus appel à la raison, mais plus au cœur. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit poème qui parlera au cœur des arbitres que vous êtes les uns les autres, ou les unes et les autres, que j'ai trouvé cet après-midi en me promenant sur Internet. Je vais vous le lire rapidement, mais ça va un peu parler, bien sûr, au cœur de chacune d'entre vous. Tel un torero dans l'arène, mais sans habit de lumière, tu es seul avec ton sifflet, ton courage et ta témérité. Tu ressens fort la solitude face aux foules, aux multitudes qui libèrent leur agressivité quand leur équipe est dominée. Il faut prendre tes décisions sans l'ombre d'une hésitation. Tu dois être juste et fort, faire respecter la loi du sport. Sans toi, point de match possible, pourtant ta tâche n'est pas facile. Trop souvent tu es méprisé au lieu d'être encouragé. Ils ne comprendront donc jamais, comme tout homme tu es fait, de défauts et de qualités, tu as le droit de te tromper. Même si parfois tu as peur de commettre des erreurs, tu ne dois pas te décourager. Pour le sport, il faut continuer. Tu as un rôle important, difficile, mais palpitant, que tu dois mener à bien, en juge et maître sur le terrain. Tu apprendras la persévérance, en toi tu auras confiance, cela te sera d'un grand secours dans ta vie de tous les jours. Je pense que c'était quelque chose qui parle vraiment bien.
Je ne sais pas. Et si c'est pour mettre la soirée en difficulté, on va te raccompagner, je vais faire des choses qui riment, on va te raccompagner jusqu'à la porte sans le mériter. Je peux vous répondre si vous voulez, je panier, car vous l'avez trouvé sur mon site. Je suis pas sûr. C'est un journaliste d'une petite radio locale à la limite de la Picardie et de la fin de l'Île-de-France qui a fait ça parce qu'il m'avait interviewé. Malheureusement, il est décédé, mais il s'est suicidé il y a quelques mois. Eh bien, vous voyez que c'est une bonne liaison entre votre intervention et puis la suite des événements qui va se dérouler maintenant. Donc, comment va se dérouler la suite des événements? Eh bien, nous allons appeler chacune des récipiendaires avec la personne qui viendra sur la scène, sur l'estrade, avec la personne qui l'a proposé. Cette personne qui l'a proposé, on lui fera lire le petit état de service dans les traits les plus marquants qui concernent la jeune femme ou la jeune fille qui ont été récompensées ou qui vont l'être. Et puis ensuite, je leur poserai une ou deux questions qui seront nous raconter une anecdote. Et je les ai déjà prévenus que la question serait les mêmes, ou les questions seraient les mêmes pour chacune d'entre elles, à savoir quel est ton meilleur souvenir dans le cadre de l'exercice de tes fonctions de juge ou d'arbitre, et quel est aussi ton plus mauvais ou ton plus désagréable souvenir. Donc j'espère que ça émaillera notre soirée d'anecdotes plus ou non, pas croustillantes, non, mais d'anecdotes qui permettront de voir combien c'est plaisant, mais aussi quelquefois difficile à faire. Donc sans plus tarder, alors je vais demander, pour remettre aussitôt après à chaque personne, on remettra une boîte de chocolat et une petite récompense. Et donc, je vais demander aux 4 personnes, aux 4 personnalités qui sont là, à savoir Monsieur Vajda, s'il vous voulez bien, Damien Collard, Monsieur Snoek, le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, et Monsieur Gérard Sigal, représentant le vice-président chargé des sports au sein du conseil régional, de bien vouloir s'installer les uns et les autres. C'est pour vous éviter de monter les marches à chaque fois, et vous voudrez bien remettre en alternance les prix aux jeunes filles ou aux jeunes femmes. Voilà. Donc, la première que je vais appeler, c'est Dominique Vaucouleur. Et la personne qui l'a présentée, qui va venir, à qui je vais donner ce petit carton, et vous allez pouvoir nous dire, alors que les autres personnes verront des diapositives de Dominique en exercice. Voilà. Vous pouvez lire ceci. Voilà. Restez là. C'est vous qui êtes à l'honneur. Restez dans la lumière. Restez dans la lumière. Allez-y, vous gardez votre petite fiche, pas ça. Alors, vous présentez Dominique. Dominique, je pense que il y aura des situations très différentes parmi les arbitres qui seront présentés. Certaines pour qui ça aurait été une vocation dès le départ, dès le plus jeune âge, certaines qui auront un itinéraire différent. L'itinéraire de Dominique, ça a été d'abord une carrière de joueuse, une première carrière dans les Ardennes commencée assez jeune, puis une seconde carrière il y a maintenant une vingtaine d'années à l'Olympique Rémois, qui l'a ramené jusqu'à un classement numéro 242e joueuse française, ce qui n'est pas négligeable, championne de France en double mixte, en vétéran, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et puis, malheureusement, dans un sens, parfois le physique ne suit pas, parfois c'est difficile quand les séances de kiné durent plus longtemps que les compétitions, la pratique sportive devient compliquée. Et Dominique s'est lancé activement il y a plusieurs années dans l'arbitrage et le juge arbitrage de compétition souvent destinées aux plus jeunes, de compétitions parfois spécifiquement pour les féminines. Et elle a suivi ces différents cursus pour prendre en main ces compétitions et assurer une forme de reconversion pour rester dans un milieu qu'elle avait connu comme joueuse et qu'elle connaît aujourd'hui comme arbitre et comme juge arbitre. Merci beaucoup. Je voudrais donc vous poser la question que j'ai annoncée, à savoir quel est votre meilleur souvenir en tant qu'arbitre ou juge arbitre. Mais ça fait une demi-heure que je me creuse. Alors. Donc, je pense que mon meilleur souvenir,
c'est l'année dernière, parce que je juge-arbitre une compétition qu'on peut appeler pédagogique, qui est destinée aux jeunes joueurs et joueuses de tennis de table entre 6 et 10 ans. Et il y a un petit garçon qui faisait sa première compétition avec son papa qui l'avait accompagné. Et bon, il pleurait au départ, il était tout seul, il était avec son père, il n'avait pas de copain, enfin donc on s'est pris, tous les deux, on a construit une petite relation, je l'ai rassuré, j'ai été le voir un petit peu jouer, et à chaque fois, il venait me revoir, je me disais, as-tu gagné? Ben non, j'ai perdu. Alors, au bout du 6e match, il était désespéré, pauvre garçon, je savais plus quoi faire. Et tout à la fin, donc le dernier match était le dernier match de classement, donc c'était vraiment les dernières places. Il arrivait avec son père et c'est son père qui a dit « On a gagné !» Voilà mon meilleur souvenir, parce que je pense que ça correspond bien à notre petite compétition que Emmanuel Barcelot a mis en place avec le comité Marne et qui aide les jeunes à rentrer dans le sport. Et donc notre vocation d'arbitre, c'est aussi donc d'aider et de construire les compétitions pour aider les jeunes et les moins jeunes à faire du sport. Voilà. Est-ce que vous en auriez un moins agréable? Pour ne pas dire désagréable. Alors, je ne vais pas vous raconter quelque chose de désagréable, mais plutôt un grand moment de solitude qui m'est arrivé là, quand j'étais je pointais vraiment bêtement à l'entrée d'une compétition qui était un tournoi national à l'ORTT, donc à Reims. Et donc mon rôle consistait à accueillir les joueurs qui arrivaient et à surligner leur nom. Donc j'ai surligné, et à un moment donné, la personne qui était devant moi attend. Alors bon, tout le monde qui arrête de bouger. Alors moi je me demande qu'est-ce qu'il me veut cet homme-là, donc je le regarde et puis je lui dis vous êtes qui? C'était le champion de France. On va quand même vous récompenser. Donc voilà, eh bien, on va prendre le par ordre de présence. Voilà, Gérard, si tu veux bien. Voilà, avec une petite photo. Donc vous regardez vers l'appareil, ça va toujours mieux. Voilà. Bien, bravo. Chacune d'entre vous viendra pour qu'on fasse une photo avec les personnalités et vous-même, pour une photo de groupe que l'on transmettra au journal. Voilà. Bien. Ensuite, nous allons appeler une jeune personne de l'UNSS, Ludmila. Elles étaient deux, mais l'une d'entre elles n'a pas pu se libérer. Et donc, on va demander à Ludmila de venir et à Françoise Morlaix, responsable régionale de l'UNSS, directrice régionale, de lire cette petite fiche. Voilà, mais que tu connais, mais c'est simplement... Bien. Venez par ici, si vous voulez bien. Venez un peu pour que chacune des personnes vous voit. Là au milieu. Vous connaissez tout. Voilà. Bonsoir à tous. Alors Ludmila effectivement fait partie de ces jeunes licenciés du sport scolaire un petit peu particulier qu'on appelle chez nous les jeunes officiels. Particularité puisque c'est aussi la spécificité du sport scolaire. Toutes les rencontres le mercredi sont jugées ou arbitrées par les jeunes, pour les jeunes. Alors Ludmila s'est investie bien sûr au sein de son établissement scolaire, le collège. À la fois en tant que gymnaste, elle faisait partie de la section sportive GR du collège Paulette Billat à Tinqueux. Et très très vite, elle a aussi pris les responsabilités de jeune juge. Elle a suivi bien sûr les formations qui sont dispensées par les enseignants d'EPS qui les encadrent. Et j'en profite pour remercier en particulier Sophie Mazzilli qui est parmi nous ce soir et qui l'a formée en tant que jeune juge. Elle a obtenu régulièrement les différentes certifications départementales, académiques, et le niveau académique lui a permis d'accompagner une équipe de son établissement scolaire sur un championnat de France où elle a réussi et validé et donc obtenu sa certification nationale. Donc elle est juge nationale depuis 3 ans. Aujourd'hui elle est au lycée
Et on espère bien qu'elle va poursuivre dans ses fonctions, hein, parce qu'on a encore besoin d'elle pour juger un certain nombre de rencontres. Et puis on espère aussi qu'on lui a donné envie, comme à tous ceux qui sont chez nous, de poursuivre et de continuer leur fonction de jeune juge ou de jeune arbitre dans le milieu fédéral, au sein des clubs, des comités et bien sûr des ligues. C'est notre objectif. Et il existe aujourd'hui des passerelles qui leur permettent de le faire. Le niveau national est reconnu la plupart du temps au niveau régional dans les fédérations. Voilà, je suis très fière de Ludmilla. Ils sont 134 aujourd'hui dans notre académie à avoir le niveau national comme Ludmilla. On a choisi quelqu'un qui a été régulièrement investi auprès de nous et auprès des enseignants de l'établissement. Bravo Ludmilla. Merci Françoise. Je vais te poser une ou deux questions. Peut-être que dans ta courte carrière de jeune officiel, tu as déjà quand même emmagasiné des bons ou des mauvais souvenirs. Tu as envie de t'en partager un avec nous, soit un bon, soit un mauvais. Bon, c'est gentil. Je pense que mon meilleur souvenir, c'était quand j'étais au championnat de France, donc il y a 3 ans. C'était bon. Ça m'a l'air d'être bon, c'est très bien. Mais je vais te faire parler quand même un petit peu plus. Tiens, à propos du sport qui a été évoqué précédemment. As-tu une idée de combien de temps peut durer un match de tennis de table qui serait presque un record? Combien, à ton avis, combien ça aurait pu durer? Vous le savez, vous, les gens du tennis de table? Dites voir qu'il dit un temps, dit n'importe quoi. En 3-7, 2-7 gagnants et peut-être même un 3, à ton avis. Oh, dis un temps, ça ne fait rien. Faut avoir. Tu es un arbitre, donc tu dois t'affirmer. Si tu me permets de te donner un petit conseil, dis un temps, c'est pas grave. Aucun d'entre nous ne va le trouver, donc il n'y a aucun souci. Ça t'a une idée un peu, non? Un match de tennis de table? Pas du tout. Bon, bah alors je vais te dire. Vous en avez une idée, vous, de combien? 7h30. Et la Fédération internationale de tennis de table, les gens n'arrivaient pas à se départager. À ce moment-là, il fallait 2 points. On allait à tirer au sort. Et c'est Hagenauer, en fait, qui a fait des raquettes il y a très longtemps. C'était en 1936. Ah ben, la majorité d'entre nous n'était pas là, mais il faut savoir que c'est quand même impensable. Impensable. Ouais, donc tu vois, imagine l'arbitre d'une rencontre comme ça, c'est une catastrophe. Donc voilà. Est-ce que M. Vajda, vous voulez bien remettre à mademoiselle? Voilà. Oui, merci François. La prochaine discipline qui va être appelée sur l'estrade, on dit que c'est le solfège de tous les sports. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est la gymnastique. Celle qui sert en fait à développer les capacités motrices et donc qu'on remet en action, les diverses ressources que l'on met en action quand on pratique un sport ou un autre. Donc j'appelle Yolande Frénois, qui n'est pas loin de moi, avec son voisin, qui va nous la présenter. Voilà, c'est là, c'est bien. Allez. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai à vous présenter Yolande. Yolande est tombée, je dirais, dans la marmite de la gymnastique dès l'âge de 6 ans, au garde à vous de Carignan. Donc, elle a commencé sa carrière de gymnaste et à partir de l'âge de 16 ans, elle a commencé à prendre des groupes, à entraîner des groupes. Et ensuite, à partir de 1996, elle a commencé à passer ses premiers examens de juge niveau 1, c'est-à-dire niveau départemental en gymnastique féminine, puis juge niveau 2, puis juge niveau 3, et en parallèle a commencé également ses formations en juge
de gymnastique masculine. Actuelle jusqu'en 1996. Ensuite, elle a arrêté un petit peu ses formations de juge pour créer un nouveau club, l'Étoile Gymnique de Carignan, en 2001, avec son mari, et dont elle est également la présidente, et elle est toujours, à ce jour, la présidente. Elle a repris ensuite les formations de juge niveau 3 gamme en 2006. Voilà. Et donc Yolande est la seule, je dirais, juge en Champagne-Ardenne, à la fois de niveau 3, à la fois en gymnastique féminine et en gymnastique masculine. Et il faut souligner également que parmi les 96 juges masculins que nous avons en Champagne-Ardenne actuellement, elles sont seulement 2 femmes. Voilà. Donc, tout à fait. Voilà, donc un petit peu l'historique, la carrière de Yolande. Yolande est une juge absolument respectée de tous et qui fait l'admiration de toute la gymnastique champardonnaise. Je remercie beaucoup Yolande pour son travail, pour l'image qu'elle donne de la gymnastique, pour tout ce qu'elle donne au niveau de la gymnastique en Champagne-Ardenne. Et comme elle dit toujours, quand on aime, on ne compte pas, et c'est bien la devise qu'elle observe tout au long de l'année. Voilà, merci Yolande. Alors Yolande, est-ce que vous avez envie de nous faire partager un bon ou un mauvais souvenir, ou l'un et l'autre? Donc l'un de mes meilleurs souvenirs, parce que j'en ai beaucoup, donc c'est quand j'ai jugé en championnat de France et que notre équipe du club est devenue championne de France avec mon garçon dedans. Donc là, c'était un super souvenir. Et le mauvais, c'est tout au début de ma carrière de juge, au niveau départemental, j'étais juge, je me rappellerai toute ma vie, je pense, en poussin, donc c'était vraiment les petits bouts. Hein. Chez nous, les poussins, c'est 6, 7 et 8 ans. Je jugeais au bar asymétrique, donc tout se passait très bien, sauf à la fin de la compétition, un entraîneur est venu me voir et m'a agressé verbalement, et c'est la seule fois depuis que je commençais tout juste, et depuis je n'ai jamais eu ça, mais ça m'a tellement marqué que des fois, je commençais seulement, mais je me suis dit, est-ce que je vais vraiment continuer? Et puis j'ai dit, allez, hop, t'as 2 oreilles, une pour que ça rentre et l'autre pour que ça sorte. Et puis voilà, me voilà encore là. Je vais vous donner sous forme de petit dicton quelque chose qui peut vous aider à résister contre vent et marée. Par grand vent, les arbres inclinent les branches, inclinent le tronc et agitent leurs branches. Mais un seul d'entre eux fait le poirier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, monsieur le directeur, si vous voulez bien. Voilà, je voulais juste ajouter quelques petits compléments d'information au sujet de Yolande. Yolande fait partie de l'équipe technique régionale et est responsable de la formation des juges masculins et féminins du département des Ardennes, et elle intervient également dans toutes les formations de juges régionales en gymnastique masculine et féminine. Voilà, merci. Bien, maintenant, puisque nous sommes le comité régional olympique et sportif, je vais vous donner une citation de Pierre de Coubertin, c'est le lieu. L'escrime, puisque c'est l'escrime qui va venir, est capable d'opérer des miracles. Elle délie les doigts et la pensée. J'espère que vous allez nous montrer, monsieur le président. Et voilà, avec Isabelle, qui est dans le dos. Bonjour. Donc Isabelle Dio, alors elle c'est le parcours inverse de la dame précédente, hein,
puisque c'est maman d'escrimeur, n'ayant jamais fait d'escrime. Elle est devenue présidente de son club pour le maintenir en activité. C'est à Givet, je ne sais pas si vous voyez où c'est Givet, hein, donc c'est presque la Belgique. Comment? Givet-Fumé, voilà. Donc grâce à elle, l'escrime s'est maintenu à Givet, où elle était présidente, et puis pris par l'escrime, elle s'est investie également comme arbitre. Elle a commencé au niveau arbitre départemental, et puis la voilà maintenant presque arbitre national, puisqu'elle a réussi ses examens, et elle est en formation pratique d'arbitre national. Je crois d'ailleurs elle vous le dira peut-être, elle a fait une petite apparition à Paris dont elle se souvient. Et en plus, elle est toujours très disponible, bien qu'habitant Givet, 200 km peut-être, hein. 170, bon 170 pour venir ici à Châlons ou ailleurs arbitrer, hein. Donc les kilomètres ne lui font pas peur. Et donc je tiens à la remercier de son investissement dans la Ligue, et c'est pour ça que je l'ai proposé, parce qu'elle était tout à fait l'exemple, disons, du bénévole qui s'est pris au jeu par le biais de ses enfants. Voilà. Et ça fait 3 ans qu'elle est au niveau régional, j'ai oublié de le dire, et qu'elle est donc maintenant en passe de devenir arbitre national. Bravo pour elle. Je vais vous passer la parole, bien qu'on dise quelquefois, dans les milieux des gens qui écrivent beaucoup mieux que je ne parle, la langue d'une femme est une épée. Vous avez déjà entendu dire ça? Alors vous allez quand même pouvoir nous dire quel est votre meilleur souvenir et quel est votre souvenir le plus désagréable. Si vous... Alors mon meilleur souvenir, c'était lors d'un arbitrage près de Charleroi en Belgique, où à la fin d'une compétition, le comité directeur a décidé de mettre à l'honneur tous les arbitres qui officiaient ce jour-là. Et j'étais la seule arbitre femme, et ils ont remis à tous les arbitres un petit cadeau, une parure de stylo, et j'ai trouvé cette initiative sympathique pour reconnaître le travail que l'on fait. Et le moins bon souvenir, c'était sur le circuit national à Paris cette année, où en fait ça se déroule sur 2 jours, donc la deuxième journée, il y a déjà la fatigue qui s'installe. Et suite à une erreur de fatigue, je n'avais pas vu une touche au sol, et j'ai été critiqué sévèrement par les entraîneurs, l'entraîneur, un des entraîneurs sur la piste, enfin qui ne devrait pas être sur la piste mais qui s'approche, c'était un mauvais moment à vivre, un peu décourageant, en se disant comme la dame de dire est-ce qu'on continue, et puis j'ai continué. Je peux comprendre que M. Vajda était issu du milieu de l'escrime. Est-ce que ça vous ferait plaisir que M. Vajda vous remette votre récompense? Ben voilà, c'est le cas. Mais moi, je me suis mis en même temps d'arriver au club d'escrime. Dès la première, au bout d'une année, je me suis mise à l'escrime moi aussi avant de passer. Mais bon. Bravo. Le sport suivant, vous allez le reconnaître, parce qu'on dit quelquefois qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Sauf que dans ce sport, la double faute ne pardonne pas. C'est donc dans le... Bravo. Donc voilà, j'appelle Gaël Valentin et Monsieur Joris. Bonsoir à tous, alors et à toutes. Gaël a commencé sa carrière très jeune avec sa sœur Céline à Saint-Martin-sur-le-Pré, il y a déjà quelques années, c'était des grands souvenirs. Alors comme la plupart d'entre nous, cet engagement dans l'arbitrage, le juge-arbitrage, cet engagement dans l'arbitrage, le juge-arbitrage, c'est surtout aussi dans un esprit de bénévolat.
et c'est quelque chose de très important. Pas facile, hein, tous ceux qui sont dirigeants dans les clubs savent que trouver des bénévoles, c'est pas évident. Hein. En tout cas, Gaël a parfaitement évolué, mais ça a demandé énormément d'investissement parce que pour évoluer, pour progresser, hein, c'est du temps passé hein, sur les terrains, hein, que ce soit en ligne, en juge de ligne, en arbitre de chaise, mais aussi en formation. Parce que le savoir qu'on acquiert au fil des années aussi se transmet à la génération suivante. Et effectivement, il y a le côté officiel sur les cours, il y a aussi le côté on transmet le savoir, et ça c'est très important. Gaël, ça fait quelques années qu'elle officie, donc presque 10 ans hein, sur la région Champagne-Ardenne. On en est à 5, 6, 7 ans sur le circuit international. Et donc, elle a acquis beaucoup d'expérience. En tout cas, nous, au sein de la Ligue de Champagne, on est très fiers de son parcours. On espère l'avoir encore évolué loin. Après, comme tous, c'est la disponibilité, c'est un choix. Hein. En tout cas, nous, on est très fiers que Gaël soit à ce niveau-là. Et donc, je le remercie et bravo à toi. Et c'est quand même quelqu'un qui connaît bien les sports de raquette, savoir Damien Collard, qui va remettre à une... Ah ben oui, j'ai des questions. Ah ben oui, mais je l'ai déjà posé. Alors oui, la première... Oh, je les connais un peu, toi. Meilleur souvenir. Alors, fort heureusement, j'en ai beaucoup, des bons souvenirs. Donc, quand on voit la photo, là, c'est participer à une finale de Grand Chelem comme Roland Garros, c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. Mais la récompense suprême pour moi, c'était de participer à un tour de la Coupe Davis. Ce que j'ai pu réaliser cette année, la fédération m'a sélectionné. Et en y participant, je comprends que c'est une véritable récompense de participer à cet événement. Donc c'était le quart de finale à Nancy, où la France est menée 2-0 le vendredi soir et par miracle, enfin voilà. C'est un petit peu un retournement historique, parce qu'en général, quand on perd 2-0, c'est très difficile de gagner. Et la France a gagné 3-2, donc l'ambiance était exceptionnelle. La Marseillaise chantée pendant 3 jours, c'est quelque chose de formidable. J'en ai encore des frissons encore aujourd'hui. Donc ça, c'est fait partie de mes meilleurs souvenirs. Et le mauvais, le frisson des coups francs. Alors, comme la collègue de tennis de table tout à l'heure, c'est plus un moment de solitude. Mon premier Bercy, c'est j'annonce une balle faute alors qu'elle est bonne. Je le sais, je la vois tomber, elle est bonne, en plein sur la ligne, et j'annonce faute, évidemment. Et donc à Bercy, il y a le système d'assistance vidéo avec le Hawkeye. Donc le joueur demande le Hawkeye et finalement, effectivement, pleine ligne, elle est bonne. Et là, à Bercy, c'est un grand moment de solitude parce qu'il y a 10 ou 15 000 personnes et là, on se fait siffler par tout le monde. Donc, sur le terrain, on se sent tout petit et on a envie de partir et d'aller pleurer. Et voilà. Mais bon, j'y suis retournée, c'était mon premier Bercy. J'ai fait mon 5e cette année où j'ai participé à la finale. Donc, voilà, c'est oublié. Voilà. Je vais appeler Jennifer maintenant. Pour un sport dont quelquefois on dit un arbitre est une personne en short noir qui avantage les joueurs qui jouent contre l'équipe de France. C'est quand même pas bien ça. C'est pas très valorisant, mais c'est pas gentil. Vous avez compris que c'était le football, le short noir. Ce n'est pas qu'en football que les arbitres sont en noir. Mais Jean-Claude, tu veux venir s'il te plaît ? Voilà. Et
Bien, je vais mettre Bon, alors Jennifer, comme beaucoup de sportifs dans l'assistance, elle a commencé par être pratiquante. Donc elle a joué au football, gardienne de but, si je ne me trompe pas. Et puis elle a pris un parcours différent des gens qui viennent à l'arbitrage, parce que souvent ils y viennent après déjà un parcours de footballeur, et elle s'est lancée très tôt dans l'arbitrage. Elle a fait partie de ce qu'on appelle la catégorie des jeunes arbitres. Et puis elle a pris une voie aussi un peu privilégiée pour les arbitres féminins, où on a un plan de carrière plus souple que pour les arbitres masculins, puisqu'on est en pleine phase de développement du football féminin, et la fédération a assoupli un petit peu la rigueur qu'elle a avec les arbitres masculins pour amener celles qui travaillent à l'arbitrage de haut niveau. Donc Jennifer, depuis déjà de nombreuses années, est une arbitre nationale du football féminin, puisqu'elle dirige des matchs de division 1. De temps en temps, on la récupère un petit peu à la Ligue, parce qu'elle a aussi, par ce positionnement, la possibilité d'arbitrer les matchs de division d'honneur, donc de division supérieure régionale, masculin, où à chaque fois que je la vois, je trouve que moi qui n'ai pas du tout d'origine de l'arbitrage, elle s'en sort parfaitement, elle est très respectée, et elle fait preuve d'une autorité naturelle qui lui permet de gravir encore des échelons, puisque Jennifer va, je ne sais pas si je l'ai mis là-dessus, être normée arbitre international à la FIFA au 1er janvier 2015. Donc c'est une fierté pour la Champagne-Ardenne, qui n'a jamais eu d'arbitre FIFA, de l'avoir maintenant sur des matchs officiels, d'éliminatoires de Coupe du Monde, de championnats d'Europe, etc. Donc tout ça, c'est son travail. C'est très difficile d'être un arbitre de haut niveau dans le football comme dans les autres disciplines. Et c'est un concours, puisqu'il y a des classements avec des gens qui gravissent et des gens qui sont rétrogradés avec peu de possibilités de retrouver leur classement antérieur, parce qu'il y a des phénomènes d'âge qui arrivent. Donc la Ligue Champagne-Ardenne est très fière. Et puis j'ajouterais, parce qu'elle s'investit beaucoup dans le football, qu'elle est aussi une membre active de notre commission régionale de féminisation. Donc la Ligue et l'ensemble du corps arbitral champardonnais sont tous très fiers de cette distinction à l'égard de Jennifer. Merci pour elle. Si, un mauvais souvenir. Allez, parlez-nous d'un mauvais souvenir. Ça tombait bien parce que des bons souvenirs, j'en avais énormément, forcément. Mais le pire souvenir, ça va être un 7e tour de Coupe de France, en garçon, où j'étais arbitre assistante sur ce match. Normalement, le 7e tour de Coupe de France, chez les garçons, c'est un jour de fête, parce qu'en général, c'est le petit club qui reçoit un gros club. Donc le petit club est content, c'est la fête, c'est vraiment la bonne ambiance. Et malheureusement, sur ce match-là, on a eu un bon match à rebondissement, 1-0, les joueurs reviennent à 1-1, 2-1, ça revient à 2-2, 3-2, ça revient à 3-3. Et donc malheureusement, sur ce match-là, plusieurs décisions prises de ma part et de la part de l'arbitre central. Il y avait une quinzaine de cartons jaunes, 2 exclusions sur le match. Ça montre l'intensité du match. Voilà, il fallait être très vigilant. Et malheureusement, cette fin de match, les supporters très mécontents d'avoir perdu, on se rejoint au coup de sifflet final au centre du terrain. Et à ce moment-là, on est poursuivi par tous les supporters qui ont envahi le terrain. Donc on s'est retrouvé carrément vers les buts par un moment, où là, c'est les délégués qui sont arrivés, qui sont venus tout autour de nous pour nous protéger. Et on a dû sortir comme ça, protégés par les délégués jusqu'au vestiaire. Et arrivé au vestiaire, on a eu aussi la gendarmerie qui est arrivée, puisqu'on ne pouvait pas ressortir du stade sans être accompagné, sans être escorté par la gendarmerie. On ne peut pas vous laisser repartir sans que vous en évoquiez un. Donc voilà, je préfère. On n'a pas vous mettre sans c'est exceptionnel. C'était vraiment un très mauvais souvenir, c'est passé en Franche-Comté, donc c'était pas dans la région, j'ai soulagé notre président. Un des très bons souvenirs, ça va être dernièrement, je vais parler de celui-là parce que c'est le plus récent et qui va faire lieu aussi à ma nomination FIFA. J'ai eu la chance d'aller faire un match de qualificatif pour la Coupe du Monde 2015 féminine. J'ai été faire Écosse contre Île Féroé au mois de septembre, et c'est premier départ, donc là où on vit quelque chose d'exceptionnel parce qu'on est pris en charge de A à Z, de notre départ du pays jusqu'à l'arrivée là-bas,
les gens qui nous accueillent, plein de souvenirs mémorables. Voilà, c'est un très bon souvenir. Il y a encore plein de bonnes choses à venir au niveau J'espère que les bons sont international. encore à venir. Merci beaucoup. Alors, je vais faire la liaison avec le foot pour présenter le sport suivant. Le sport suivant, ce n'est pas un sport olympique. Il est juste autorisé dans les tribunes du PSG. Qu'est-ce que c'est? C'est le karaté. C'est pas gentil. Mais sauf que c'est dit par Laurent Ruquier. Pour une fois, je cite les sources, c'est dit par Laurent Ruquier, ce qui fait que ça n'a pas de valeur autre que... On se lève et on s'en va. Voilà. Donc, Sylvie, approchez. Et puis vous-même, là, vous êtes dans mon dos. Ok. Voilà. Bonsoir. Sylvie. Alors c'est pas vrai, hein, le karaté, non. Il fait partie déjà des Jeux méditerranéens au niveau olympique et nous pensons être olympiques en 2024 ou enfin. Vous êtes 8 sports à avoir demandé déjà en 2012 et en 2025. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et peut-être en 2020. Voilà. Donc Sylvie, c'est une passionnée de l'arbitrage, karaté bien sûr. Elle a gravi tous les échelons, c'est-à-dire stagiaire, département, régional. Maintenant, elle est responsable de l'arbitrage au niveau de la Marne. Hein, c'est elle qui œuvre, qui accomplit des missions bien spécifiques au karaté. Elle forme des jeunes à l'arbitrage. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, 3-4 ans, elle est devenue juge nationale où elle officie régulièrement sur Paris et dans toute son agglomération. C'est une jeune maman comblée, hein, donc c'est pas facile, mais elle répond tout le temps aux convocations, elle est tout le temps présente. Le corps arbitral, bien sûr, ça reste quand même assez ingrat malgré tout, surtout pour les jeunes femmes. Donc je la félicite pour tout ce qu'elle a accompli. Et puis voilà, merci. Vous n'avez rien dit de ce que j'avais écrit sur le petit papier, mais comme vous faites du karaté, je vais vous le promeniez comme ça, je ne vous dirai rien, c'était très bien. Donc, oui, un peu. Donc, un bon et un mauvais. Oui, s'il vous plaît. Alors, un bon souvenir, c'est quand c'était au niveau d'une compétition régionale, et j'ai dû arbitrer l'équipe du club dans lequel j'étais, et en fait l'équipe a été gagnante et le capitaine d'équipe c'était mon meilleur copain Jean-Marie Boublic. Voilà, mon meilleur souvenir. Et le mauvais, c'est quand mon responsable d'arbitrage, alors c'était pas Christian à l'époque, a pris la défense a défendu un peu un arbitre alors qu'il était non impartial en fait. Donc j'ai enlevé ma veste d'arbitre, je l'ai posée sur la chaise et je suis remontée dans les tribunes. Mais bon, un quart d'heure après, il est venu me rechercher et je suis redescendue. Bon, c'est bien. Monsieur Vajda, on va continuer dans le sens inverse des aiguilles du monde, si vous voulez bien. Alors, on va appeler un sport qui nous mène en rond, alors qu'il faudrait bien aller tout droit. Hein. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en rond. D'ailleurs, je ne vois pas d'où ça vient. Je ne vois pas d'où ça vient. Peut-être pourras-tu nous l'expliquer. Est-ce que Sandrine veut bien monter sur l'estrade? Est-ce que tu veux bien venir dire un peu, nous énoncer c'est un état de service, Georges? Bien sûr, une fois que c'est en position. Oui, la Sandrine Lhuillier, elle est venue un peu après avoir pratiqué l'aviron à bon niveau au club de Charleville avec son équipière Sandrine Arras.
Et puis, arrivé à un moment, elle a voulu continuer, prendre du plaisir, toujours dans l'aviron. Elle a intégré le comité directeur de Charleville. Et puis, en même temps, elle est entrée dans le corps arbitral de Champagne-Ardenne, en passant par tous les débuts. Alors, elle arbitre régulièrement les compétitions nationales. Alors, une compétition nationale, ça commence le samedi à 7h et ça se finit le dimanche à 17h, sauf s'il y a un contrôle antidopage, ça va encore plus loin. Alors, bien entendu, elle ne va pas arbitrer pendant 48 heures, mais ils ont des fonctions, ils sont ça. C'est aussi physique peut-être que la compétition d'aviron. Voilà, alors c'est en 1987 que tu avais commencé. Hein? Non, mais l'aviron. 87, d'accord. Et ça fait 6 ans qu'elle est au niveau national et qu'elle arbitre régulièrement tous les ans une épreuve nationale, soit la Coupe de France, soit les Championnats de France. Voilà donc Sandrine Lhuillier. Et pour dire encore, c'est qu'elle a un diplôme fédéral d'éducateur et que le dimanche dernier, elle a intégré l'équipe technique régionale où elle a parlé d'arbitrage à des jeunes qui étaient en formation du 2e niveau fédéral d'éducateur. Voilà, Sandrine. Vous allez me dire, Sandrine, de l'agréable et de moins agréable? Dans les choses agréables, ça a été pour moi cette année à Gérardmer, où j'ai suivi on a des courses en e-sport, et où j'ai suivi une course en e-sport, et là, à l'arrivée, j'avais les larmes aux yeux parce qu'ils étaient tellement émouvants que même pendant 5 minutes, j'ai pas pu parler à mon pilote parce que j'étais bloquée. Et je trouve que les rameurs en e-sport, je les admire. Étant ancienne rameuse, moi j'admire ces athlètes-là. Donc voilà. J'en avais déjà arbitré, mais là, ça plus cette fois-là. Donc voilà. C'était un championnat de France. Donc, un bon souvenir, nous on est soumis malheureusement aux conditions climatiques, l'aviron est en dehors bien sûr, c'est quand on est obligé d'arrêter une course suite à du mauvais temps. Et il y a quelques années, j'étais jeune arbitre où il a fallu que je fasse revenir un 8 minime, donc la plus jeune catégorie, où il y avait des grosses vagues, et là il a fallu rassurer les rameurs et c'était très dur. En tant que jeune arbitre, essayer de calmer 8 rameurs plus un barreur, les ramener tranquillement pour pas qu'ils s'affolent, là c'est la sécurité, donc c'est normal, mais voilà. Puisque vous venez d'évoquer les grosses vagues, petite question subsidiaire. Peggy Vauchet, vous le savez, a traversé l'Atlantique à la rame. Combien, à votre avis, a-t-elle donné de coups de pelle ou de rame ou d'aviron? Combien? Allez, lancez-vous à l'eau, c'est le cas de le dire. 800 000. Voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. Monsieur le directeur. Pour terminer, un sport que beaucoup de monde écorche le nom. C'est le handball. Il a été inventé par un Danois, puis mis en forme, sous sa forme non pas actuelle, parce qu'il se jouait à 11 et en extérieur, mais à 7, par un Allemand ensuite. Donc c'est pas du handball. Partout, dans les établissements scolaires notamment, où j'ai sévi moi pendant quelques années, tout le monde en parle tous du handball. C'est le basketball, c'est le football, c'est le... Donc non, c'est allemand. Donc je vais, pour le handball, appeler Elodie Tournant avec... Qui est-ce qu'il y a? Avec personne? Joël, on s'est vu au début tout à l'heure, je me suis dit mince, il a disparu. Avec Joël. J'espère. En plus, Joël avait préparé une préparation de 8 pages. Je lui ai dit, vous n'aurez que la même petite fiche. Vous êtes sûr que c'est le bon?
Bonsoir à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on n'en a qu'une, malheureusement. Hein, pour des raisons, je dirais, professionnelles, Anne-Laure n'est pas présente. Alors c'est des jeunes filles que j'ai connues en tant que joueuse. En tant que jeune arbitre, je n'ai pas trop connu, mais en tant que joueuse, où ils ont fait les beaux jours d'Épernay. Ils ont passé dans la filière que nous on a au niveau de la fédération, c'est-à-dire jeune arbitre, stagiaire, départemental, et après elle est arrivée en championnat de France, où à l'époque j'étais responsable du secteur nord-est au niveau de la CCA. Et ces jeunes filles ont été tout de suite repérées par les instances fédérales, où il y avait un gros potentiel. Et puis il y arrivait un moment où on jouait à Épernay, et on arbitrait en même temps, donc les disponibilités, il fallait jongler entre quand on allait jouer et quand on voulait arbitrer. Et par chance, malheureusement pour Élodie, elle s'est blessée. Une grosse blessure en fin de saison en plus. Et j'ai demandé à Élodie, je lui ai dit, maintenant il faut faire un choix. Et je pense que tu vas prendre du plaisir dans l'arbitrage. Voilà pourquoi aujourd'hui, on les voit aujourd'hui au niveau des pros des deux garçons. Hein, c'est tout de suite le haut niveau. Et font quelques matchs de LFH, chez les filles. Voilà. Et on espère qu'ils vont grimper encore un petit peu, parce que là, je n'ai pas encore atteint pour arriver à l'EHF, c'est-à-dire au niveau de la fédération européenne. Voilà. Le petit parcours d'Élodie. Et pour remercier... Alors dans les bons souvenirs, il y a une finale à Bercy. Je sais plus, je crois que c'est le tennis qui a fait aussi, et c'est juste incroyable. L'ambiance, les gens, le match à la limite, c'est même plus que le match, quoi. On tremblait comme des feuilles avant de commencer. L'après dure 3 heures, juste le temps d'atterrir. Voilà. Et puis j'ai un autre bon souvenir plus rigolo, c'est un dernier match de la saison à Pau, en N1 garçon. Et donc les dirigeants me disent qu'est-ce que vous faites maintenant, et on dit nous on va rentrer à l'hôtel. Voilà. Il dit non, on va aller au VIP. Et donc là 200 personnes, on a fait la chouille jusque pas d'heure, et à Pau ils savent recevoir. Vous allez voir, nous aussi. Très bien. Oui, donc effectivement, notre maître de cérémonie a fini d'officier, il me rend le micro. Je ne vais pas le garder très longtemps, puisque nous allons, avant de terminer, céder la parole aux personnalités que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Et donc je vais convier le directeur des sports, de la jeunesse, de la santé et tout un tas d'autres choses du conseil régional, Monsieur Gérard Sigal, à nous tenir quelques propos, puis ensuite je ferai de même avec M. Jocelyn Snoek, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Merci Président. Non, je vais être très bref, parce que l'objet de la cérémonie, c'est pas qu'on vous ennuie avec des discours. Simplement, évidemment, rappeler un peu le rôle du conseil régional dans le champ sportif. Évidemment, en premier lieu, partenaire du CROSS, partenaire financier, avec qui on travaille sur un projet de développement du sport en Champagne-Ardenne au travers de différents axes et en étroite collaboration. Mais le rôle du conseil régional, c'est également l'aide au fonctionnement et à l'investissement des ligues et comités régionaux. C'est l'aide aux sportifs inscrits sur les listes de haut niveau, l'aide aux manifestations,
Ce sont également, c'est également une liste de sportifs ambassadeurs. Enfin, vous voyez, c'est un certain nombre de. Et puis, c'est l'aide également. Je ne trouve plus Françoise Morlaix, elle est là. C'est également un nouveau dispositif qui a été mis en place cette année à la rentrée scolaire de 2014. C'est l'aide à la prise de licence scolaire en lycée, donc avec l'UNSS et l'UXEL pour les établissements privés d'enseignement libre, pour favoriser l'accès à la pratique sportive chez les scolaires, et en espérant que ces jeunes, s'ils ne sont pas déjà licenciés en club, se dirigent ensuite dans les structures fédérales. Voilà, et puis je voudrais également excuser Gérard Berthiaud, vice-président en charge de la jeunesse, du sport et de la vie associative, qui n'était pas disponible ce soir, mais qui aurait bien sûr aimé être avec vous ce soir. Et donc je félicite toutes les arbitres en son nom. Bien, écoutez, je souhaitais vous saluer également toutes et tous, remercier le président du CROSS de son invitation, puis de l'initiative et de l'ensemble de l'équipe qui est mobilisée autour de ça. Et je ne suis pas invité à témoigner aussi d'un bon souvenir et d'un mauvais, mais je vais toutefois vous indiquer que ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, mais en tout cas j'évolue dans le champ de la jeunesse et des sports, et je pense que c'est l'une des seules soirées, peut-être la seule, de remise de trophées où les personnes récompensées qui sont interrogées sur leur expérience s'expriment avec autant d'assurance. Je pense que je n'en ai pas le souvenir, vraiment. Et je voudrais le souligner parce que, à mon avis, il y a un vrai lien entre cette qualité d'expression et puis la raison pour laquelle vous avez été nommé et récompensé ce soir sur l'arbitrage, c'est-à-dire le fait, à un moment donné, de présenter et de pouvoir poser une assurance naturelle. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a un peu de charisme qu'on devient arbitre, ou est-ce que c'est parce qu'on naît arbitre qu'on construit son charisme? Je serais plutôt tenté de privilégier la deuxième hypothèse, mais ça met bien en évidence la fonction citoyenne que assure effectivement cette dimension d'engagement qui est très complémentaire, qui certes n'est pas toujours mis suffisamment à l'honneur, mais je pense que l'intérêt de le faire ce soir, c'était justement de le mettre sous le feu des projecteurs. Et pourtant, c'est la réflexion que je me faisais en arrivant, en quittant la direction régionale pour arriver ici. Je me disais, les arbitres, tout le monde en attend tout le temps. Quand, au quotidien, dans le boulot, quand on vient de voir, on dirait, tiens, on venait vous apporter ça parce qu'il faut que vous arbitriez, il faut que vous rendiez une décision. On attend ça de la part d'un responsable de structure, quel qu'il soit, de rendre une décision. On attend d'un juge qu'il la rende, après on la conteste lorsqu'elle est rendue parce qu'elle ne convient pas tout à fait à ce qu'on attendait. Mais en tout cas, vous entendez souvent aussi de dire « Ah ben tiens, on estime à un moment donné qu'un tel, il a une légitimité qui est limite parce qu'il ne décide pas ». On l'entend assez fréquemment, et aujourd'hui on a l'incarnation dans le secteur sportif que cette fonction, elle est essentielle, on le savait, et elle permet d'être mise en évidence et de faire en sorte qu'elle soit totalement valorisée, parce que ça a été dit tout à l'heure et sous-entendu, lorsqu'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de compétition à un moment donné. Lorsque les grèves se mettent en place, eh ben, elles sont... alors certes, elles peuvent être plus ou moins médiatisées, j'ai compris, le président, que vous l'évoquiez, qu'elles étaient davantage dans le football que dans le water-polo, mais au-delà de ça, on voit bien que ça constitue une des fonctions élémentaires de cette organisation. Donc merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir pris au-delà de l'initiative de ces trophées, mais d'avoir fait le choix d'honorer les arbitres, parce que ça permet à la fois de constituer un exemple, de valoriser ce qui a été fait, et de mettre surtout en évidence qu'à travers cette construction des parcours d'arbitres, féminins ce soir, mais masculins également, cela permet aussi de construire
des parcours citoyens, des parcours individuels qui sont renforcés et qui ont, j'en suis sûr, des retentissements dans le reste de la vie personnelle et professionnelle. Donc saluer et remercier l'ensemble d'entre vous pour votre engagement et en cette période évidemment vous souhaitez aussi, parce que ça peut être pour certains, peut-être même pas pour tous, en tout cas pour certains, une petite période de pause pour souffler un petit peu, retrouver les familles lorsque l'engagement vous amène à être très, très éloigné de vos bases pendant tout au long de l'année. Vous souhaitez en tout cas d'excellentes fêtes et vous remercie à nouveau de votre invitation. Bien écoutez, la soirée commence à prendre fin. Dernier mot pour vous remercier et féliciter nos jeunes femmes qui ont été mises à l'honneur. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir organiser ce genre de manifestation et d'autant plus d'apercevoir à travers les parcours, à travers les retours d'expérience, qu'on a véritablement raison de mettre à l'honneur ce type de pratique et celle de l'arbitrage. Je tiens non seulement à vous féliciter, mais également à remercier les organisateurs, notre ami Roger Moreau, notre animateur, remercier l'équipe du CROSS qui a œuvré pour les préparer. Je tiens, avant de vous inviter à un petit cocktail, à remercier une nouvelle fois M. Patrick Vajda d'être venu parmi nous pour témoigner de la partie arbitrage, de tout ce que ça peut représenter, pouvoir vous apporter un certain nombre d'informations, poser les premiers jalons d'une présence de l'AFCAM en Champagne-Ardenne. Et à ce titre, on a un petit présent pour vous, puisque au titre de notre commission communication, nous avons repensé un petit peu les conditions d'attribution de notre médaille d'honneur, et nous avons décidé que finalement c'était lorsqu'une personnalité nationale voire internationale venait en Champagne-Ardenne qu'on avait vocation à remettre cette médaille d'honneur. Donc, pour lancer la collaboration entre le CROSS Champagne-Ardenne, notre territoire et puis donc l'AFCAM, écoutez, j'ai le plaisir de vous remettre cette médaille d'honneur, la médaille d'honneur du CROSS, ainsi qu'un breuvage local qui ira très bien avec les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est avec plaisir que je vous remets cette médaille d'honneur au nom du comité régional du Bien, écoutez, il ne me reste donc qu'à vous remercier et vous inviter à une collation. Et puis vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous retrouver pour la totalité des autres manifestations du CROSS tout au long de l'année. Je vous invite à ne pas oublier de suivre le site internet du CROSS et les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Vous pourrez y retrouver un certain nombre de photos, de vidéos prises pendant cette soirée. J'invite les personnes que nous avons eu l'occasion de mettre à l'honneur de venir me rejoindre sur scène pour une ultime photo et puis les autres à se déplacer vers le cocktail et à ne pas commencer trop vite. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Donc, je pense que la santé, c'est ce qu'on a vu avant. Pour remettre les notes. Non, par contre, ça commence à être... Enfin, si. Bon, si, je pense. Une photo.
C'est pour ça alors que il va porter mieux. Oui, je le capte. Ah oui, mais je lui ai dit de se rapprocher, j'ai peur que le zoom ne soit pas suffisamment. Bah après, je vais pratiquer le zoom borné, merci à la oui, il y a ça aussi. Oui, bien sûr, de toute façon, on va rendre. Merci. Regarde. On reprend une photo avec elle là, sur le. On prend une photo de nous pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Julie. Julie Piguet. Elle va prendre, si tu veux bien, une photo du responsable de l'arbitrage de la Ligue. Viens avec nous, Damien. C'est plutôt ça. On va se mettre là. Allez, viens. Voilà, envoyer au développement, conseiller en développement, pour le faire passer dans le journal de Ligue 1, c'est gentil. Il faut trop bien, ils ont fait du sport santé. Ah oui. Mais oui, on va y aller. Oui. Ah pardon. Moi, ce qui était super bien, bon, c'est une première approche, ça montre, j'ai une langue tout simple, tout machin. Ça permet justement de donner une image à ce que vraiment, ça reste tout le monde, à monsieur de ça. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas surestimer ce à quoi ça correspond. Non, super bien. Non, c'est pas trop lourd. Merci. Merci, Mimi. Sur Twitter. C'est Twitter ou Facebook? Les deux. Cross. Alors sur le. Écoutez, Facebook c'est Cross, et Twitter c'est Partage ton sport. Il y a des Twitter aussi. Twitter? Non, bon, ça Facebook. C'est passé Facebook. C'était passé? Ah oui, c'est vrai. Non, je plaisante. Ah, on va aller plutôt bientôt, je pense. C'est pas. On va tout ça ensemble, vous allez les mettre sur le site. Oui, bien sûr. En plus. Oui, elles sont sur la. J'enverrai un lien, comme ça, on va aller consulter, les récupérer. Voilà. Et la caméra. Oh, je sais pas, aide-moi. Comment on l'éteint? 1h37, c'est bien.